Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, et en le disant, encore une fois on le mentionne, là, c'est presque un automatisme, la petite introduction et le disclaimer que je vais lancer à Gab dans quelques minutes. Mais je me rends compte aussi qu'il va être temps qu'on fasse un retour à avoir nos invités spéciaux, entre parenthèses, notre invité spécial, entre parenthèses, Monsieur Thomas. Là, j'avoue que ça fait quelques épisodes, on dirait que je me rends compte. En fait, le temps passe extrêmement vite, mais ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas eu Thomas. Et qui dit, on est rendu mi-septembre, dit il faut peut-être qu'on se fasse une petite revue des marchés automnale, comme on l'avait nommé, si je me trompe pas, soit dans la saison 1 ou dans la saison 3, on ne sait plus, encore une fois, je l'ai mentionné, le temps passe trop vite, mais peut-être petite note à nous-mêmes, mais encore une fois, je le lance tout de suite, là, mais on sait que vous êtes énormément, beaucoup de personnes à nous écouter sur YouTube, entre autres, qui est, on l'a déjà dit, notre meilleure manière de communiquer avec nous, en plus de l'adresse courriel. Peut-être si ça vous intéresserait qu'on fasse une petite revue des marchés, faites-nous signe, ça pourrait être un point intéressant. Là. Mais pour aujourd'hui, épisode assez conventionnel, on vous fait deux au son de la cloche. Un au son de la cloche véridique et un au son de la cloche en mode dans l'œil d'un loup, qu'on rit à chaque fois qu'on en fait un. Là, c'était, je crois, le deuxième ou le troisième Running épisode gag du en podcast. fait Ouais. à chaque fois. C'était saut juillet 2020 là, ou juin 2020 là, qu'on avait fait un dans l'œil d'un loup. Donc le segment n'a jamais réellement levé plus qu'il faut. Là, donc c'est officiellement un au son de la cloche, mais on va faire le portrait d'une personnalité quand même assez connue du milieu des affaires et du milieu de la finance. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs que Gab, tu m'en parlais que tu voulais qu'on le fasse. Tu avais trouvé d'ailleurs un titre que j'essaierai de me souvenir et de nommer qui était assez intéressant pour l'introduire, mais ça sera en deuxième partie. Avant toute chose, je te laisse Gab faire le petit disclaimer de début d'épisode. Ouais, bah oubliez pas évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il s'agit pas d'une recommandation de placement de faire telle ou telle chose. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert. Quiconque est autorisé à vous émettre ces dites recommandations, lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures options disponibles à votre profil d'investisseur. J'en profite un peu pour revenir un peu, c'est ça, sur les bonnes performances, en tout cas sur YouTube. Merci pour les nouveaux qui se joignent à la chaîne. C'est un grand plaisir, en tout cas, de vous souhaiter la bienvenue sur le podcast si vous êtes un régulier. Je vois quand même le monde d'abonnés aussi qui commence à monter. Là, je suis très content de voir ça. N'hésitez pas évidemment toujours à mettre les likes, etc. Ça permet d'améliorer notre référencement et de faire en sorte qu'on soit visible sur le plus de plateformes et au plus grand nombre de gens, tout simplement. Alors merci. Et on va voir si la même tendance se maintenait, en tout cas au niveau des plateformes audio. On sait que c'est assez cyclique, hein, parfois avec la rentrée, les vacances. Des fois, il y a comme un bond genre incroyable, genre de 1600, 1700 écoutes par semaine. Puis des fois, c'est un peu plus tranquille. On va voir. Je pense que là, on est dans la semaine un peu plus tranquille. Mais bon, vous le savez, le plus important, c'est la qualité de notre travail, etc. Puis je dirais le côté réflexion qui nous intéresse, on va dire, dans le podcast. Et je pense qu'on est prêt, JP. Je ne sais pas ce que tu en penses pour lancer le premier au son de la cloche. Absolument. Donc, premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, un sujet, on en parlait en off et j'en parlais d'ailleurs aussi avec une amie. Là, on retourne dans le monde de l'ESG. Là. On a eu une bonne discussion avec Gab. Certains se souviendront, ça date encore une fois d'un petit moment déjà, mais on avait fait un épisode sur la taxe carbone. Et dans cet épisode-là, on avait parlé qu'on voulait également faire un deuxième épisode sur la bourse carbone. C'était d'ailleurs cet épisode-là, je crois, l'Afrique Terre d'opportunité 2 qu'on avait fait avant de faire la taxe carbone. Donc ceux que ça intéresserait, très bon épisode d'une saison passée que je ne me souviens plus parce qu'on est rendu à un nombre trop important d'épisodes, mais assez intéressant. Donc aujourd'hui, on veut introduire un peu la bourse du carbone. C'est quelque chose qui, entre le moment où on voulait en parler et maintenant, a évolué énormément. Donc vous allez voir là en termes de les fameuses allocations carbone là, que les compagnies peuvent acheter ou vendre sur des places boursières, là, donc sur les bourses du carbone. Il y a quand même un nombre beaucoup plus élevé là, de bourses, d'allocations, même de contrats futurs qui existent maintenant, qui sont basés sur beaucoup plus d'entités régionales, si on peut dire que c'était le cas à l'époque. On se rappellera, là, et ça c'était une belle fierté à l'époque, que la Californie et le Québec avaient lancé là, justement des allocations il y a de ça quand même plusieurs années déjà, et c'était quelque chose qui était quand même une belle avancée là, pour une relation entre le Québec, qui est, comme vous le savez, une province qui est basée sur l'hydroélectricité, et la Californie qui, avec
tous les enjeux climatiques qu'il peut y avoir pour cet État américain, avait quand même besoin là, d'essayer de trouver une manière de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc les bourses carbone sont nées. Il y en a une d'ailleurs qui s'est lancée également. On salue nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique, mais en Europe. Il y a également une tout dernière, là, je pense que c'est RGGI, qui est pour plusieurs États de la côte est américaine également, qui a été lancée. Donc plusieurs, là, comme je disais, zones géographiques d'allocation qui existent maintenant. Encore une fois, et c'est un peu ça le running gag de la discussion qu'on avait avec Gab au préalable, là, très démocrate si on parle du contexte américain là, plutôt que républicain. Mais je pense que c'est quand même assez important et surtout extrêmement intéressant de le voir. Là. On en avait parlé, certains se souviendront de notre épisode sur l'eau comme commodité entre guillemets là, pour des contrats futurs. C'est un petit peu ça, là, la finance moderne et la finance de marché a maintenant pris les allocations carbone comme étant un type de commodité ou un type de sous-jacent de contrats futurs parmi tant d'autres. Certains diront que c'est bien, certains diront que c'est mal, mais on veut un petit peu décortiquer ça aujourd'hui. Là, donc peut-être je te laisse Gab prendre la parole un peu. En fait, je peux l'introduire très brièvement, là, mais comme vous pouvez vous en douter, une bourse carbone ou une bourse de tout type, là, c'est un lieu où il va y avoir des transactions entre différentes parties prenantes, là, des parties prenantes qui vont être vendeuses et des parties prenantes acheteuses. L'avantage, entre autres, de la bourse carbone par rapport à la taxe carbone, c'est que, bien évidemment, les opérations de marché vont définir le prix. Donc, le cours, par exemple, par tonne de carbone, là, pour une allocation, par exemple, qui est équivalent à une tonne, ou une allowance en anglais, va avoir un prix qui est évolutif, bien évidemment, dépendamment de c'est quelle allocation, comme je le parlais, c'est quelle zone géographique et tout. Donc, c'est quand même un phénomène de marché qui est intéressant. Et l'autre point, bien évidemment, c'est chaque compagnie, techniquement, qui fait partie du marché du carbone, va avoir un quota d'allocations qui ont droit pour une année. Si une compagnie, par exemple, utilise moins que son quota d'allocation, mais cette compagnie-là peut les prendre et aller les vendre, par exemple, au niveau des bourses de carbone, et à l'opposé, une compagnie qui en émettrait plus ou qui émettrait davantage de gaz à effet de serre que ses allocations devrait en acheter. Donc c'est là où le marché se crée, c'est là où l'offre et la demande se créent. Encore une fois, c'est dans les différentes zones que le cours prend tout son sens. Et Gab, je te passe la parole là-dessus, mais vous allez voir, il y a bien évidemment, comme tout type de commodité, entre guillemets, il y a plusieurs instruments financiers qui peuvent être utilisés. J'ai parlé des contrats futurs. Mais comme vous pouvez vous douter également, en tant qu'investisseur personnel ou investisseur institutionnel, bien évidemment, il y a des ETF qui existent maintenant. Il y a eu un fort essor, si on peut dire, au niveau de cette commodité-là ou de ces contrats-là. C'est quelque chose qui, dans ma vie professionnelle, m'intéresse également énormément. Là, donc, j'avoue que c'est un beau sujet à parler. Et encore une fois, petit retour de l'ESG dans le podcast État financier, ce qui est une très bonne nouvelle. Ouais, je dois t'avouer, pour une fois, d'habitude, je fais des segments qui sont beaucoup trop longs ou... On peut me critiquer d'ailleurs là-dessus. Désolé, hein, c'est pas intentionnel hein, quand je me mets dans mes envolées lyriques de parfois plus de 10 minutes sur un sujet. Finalement, le temps avançant et je me dis peut-être je devrais être prof en fait au final. C'est peut-être mon destin. Je connais moins ce marché-là, le marché du carbone, mais c'est vrai que tu l'as bien expliqué, JP. Le but, c'est ça, c'est d'avoir créé un système en fait transparent qui permet en fait de prendre en compte en fait le coût des externalités négatives. En économie, en fait, quand on analyse en fait des relations microéconomiques en fait entre des acheteurs et des vendeurs, souvent le prix ne prend pas en compte le coût, on va dire, négatif des externalités, donc ce qui vient à côté, si tu veux, de la transaction purement économique, qui vient à côté. Donc c'est le cas par exemple de la pollution, qui est un bon exemple d'externalités négatives. Si il y en a qui font des cours de finance ou des cours d'économie de base, ils se souviendront probablement de ce terme-là. Mais les externalités, le but, en fait, c'est ça, c'est de les monnayer quelque part avec une espèce de taxe invisible. Alors, le système du crédit carbone, il se veut, on va dire, un peu plus light qu'une pauvre taxe sur le carbone, même si cette dernière existe. Hein. D'ailleurs, elle existe dans pas mal de pays. Maintenant, par exemple, au Canada, là, il y a désormais une taxe carbone qui est appliquée, hein, mais le système des crédits carbone en fait vient en fait à échanger en fait entre industriels en fait cette capacité de polluer, ce droit de polluer. Donc c'est une bonne chose parce qu'on se dit bon les entreprises qui font des efforts pour réduire leurs émissions carbone, elles vont être capables de vendre donc de faire plus d'argent donc grâce à ça. Et elle va accompagner en fait des entreprises qui ont de la difficulté, si tu veux, à faire leur transition carbonique, donc vers le net zéro, là, qui est souvent vendu par la plupart des sociétés de consultation d'ailleurs. C'est les net zéro carbone 2050, 2030, etc. C'est beaucoup de marketing, mais bon, c'est quand même
des objectifs, comment dire, qui sont importants pour beaucoup d'entreprises et de décideurs politiques. Donc c'est dans ce système-là, le but c'est ça, c'est de créer un échange, transparent et qui permet en fait à ce que les contreparties puissent, via différents types de produits, justement s'échanger ces droits à polluer, voire de spéculer dessus, hein, parce que le concept vient le même aussi là-dessus, c'est que tu pourrais avoir la capacité de spéculer justement sur le prix du carbone. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais disons que la cause, en fait, et l'objectif est assez noble, en fait, derrière ce système-là. Si je peux par contre rajouter ma petite patte critique, bon, le but étant pas d'être critique vis-à-vis de ce système-là, qui d'ailleurs, tu as précisé que c'était plutôt des décideurs de gauche souvent qui le font, c'est pas tout à fait vrai, hein. Il y a des gouvernements quand même bien de droite, je veux dire, les gouvernements en Europe en ce moment sont pas des gouvernements de gauche, hein, honnêtement, et pourtant le système l'European Carbon Trading System, il a été bien implémenté, etc. Il est fonctionnel, tu vois, il avait été implémenté par des gouvernements qui étaient plus conservateurs. Euh, L'intérêt, c'est quand même, c'est ça, de prendre conscience aux consommateurs et à l'industriel de ce que le droit de polluer a un coût, et donc ce coût, par exemple, il peut se refléter indirectement dans le prix qui est vendu aux consommateurs, et que les entreprises qui font des efforts, elles devraient être récompensées justement pour ça, grâce à ce système d'échange. Et si je peux rajouter une dernière anecdote avant, et après je te promets je me tais, le système, d'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a un documentaire sur Netflix que je vous invite à écouter. Au début des lancements du système européen du carbone en 2007, il y a eu une fuite monumentale où en fait 80% des échanges qui étaient effectués en fait étaient faits en fait par des intermédiaires qui se possédaient entre elles en fait. Donc ils manipulaient les cours avec des sociétés écrans en fait pour faire augmenter, pumper en fait les prix du carbone et faire des milliards en fait, et ça a été révélé. Et ce qui est très drôle, c'est que c'était des gens comme toi et moi qui faisaient ce système là, et ils avaient réussi à avoir 80% du volume en fait de transactions sur le marché du carbone, qui est un truc très particulier. Je veux dire, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui trade là-dessus, et donc c'est quand même très drôle. Et bon, ils ont gagné des milliards, je crois, dans cette opération là. Bon, par contre, ils sont bien en prison pour quand même plusieurs années là. Exact. Tu sais, je pense que tu as beaucoup parlé de l'Europe, mais je veux quand même exposer, on a parlé de Californie, Québec, on a parlé des États de l'Est, de la côte Est américaine, mais également la Nouvelle-Zélande, la Suisse, beaucoup d'ailleurs de zones en Chine. Il y en a un justement qui est lié à Pékin, il y en a un à Shanghai, à Shenzhen et tout, donc la Chine a quand même émis énormément dans la balance complète des régions là, / des allocations de carbone qui existent. Également la Corée du Sud. Ce que je trouve intéressant à soulever aussi, c'est le fait que plusieurs personnes se souviendront, il y avait eu beaucoup de discussions côté Tesla. Là. Tesla, dans la période où Tesla n'était peut-être pas aussi... ne vendait pas autant de véhicules que maintenant, là, Tesla faisait beaucoup d'argent justement dans sa capacité à revendre, entre autres, ses crédits carbone, justement, là, ses allocations de carbone qu'elle détenait, parce que de par ses opérations, oui, bien évidemment, ils en utilisent. Il y a des émissions de gaz à effet de serre chez Tesla, on le sait, mais il y avait quand même des surplus qui permettaient à Tesla de faire de l'argent au niveau de la bourse du carbone, justement. Et je pense un des points qu'il ne faut pas, à mon avis, oublier là, dans toute cette bourse du carbone-là également, c'est le fait, puis je l'ai soulevé au tout début, là, le fait que bon, les banques et les investisseurs institutionnels sont tombés dans ce marché-là et qui, comme dans plusieurs autres commodités, la majorité du temps, si on donne l'exemple des bovins, là, JP Morgan ne va pas faire l'acquisition de contrats futurs sur du bon vieux cattle aux États-Unis pour arriver au terme du contrat puis faire l'acquisition des bovins. Là. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on voyait beaucoup. Il y avait énormément de roulements de contrats. Donc s'il y avait un contrat de mars, il allait rouler sur le contrat subséquent pour ne jamais réellement détenir la commodité qui était sous-jacente au contrat futur ou au contrat à terme. Et ça faisait en sorte, au final, que c'était un petit peu arbitraire. C'était encore une fois un marché qui devenait purement pour l'argent, pour la spéculation, et non pour l'utilité réelle qui était à la base. On s'entendait à Chicago pour acheter des bovins. Ce que je trouve intéressant, c'est une tangente qu'on a vue également avec les allocations carbone, c'est que les investisseurs institutionnels et les banques ne vont pas seulement rouler les contrats. Oui, comme toujours, il y a beaucoup de volumes qui vont être des maturités, puis que le roulement va se faire même si le sous-jacent est des allocations de carbone. Mais les banques elles-mêmes vont parfois, et ça arrive même plus fréquemment qu'on le pense, prendre possession de ces allocations-là
pour les retransiger en OTC, par exemple, avec d'autres, justement, contreparties. Donc, c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est, en fait, encore une fois, certains diront que c'est mon petit côté puriste, là, mais j'aime bien le fait qu'une espèce de commodité, entre guillemets, là, je mets des guillemets parce que je trouve ça un peu ironique d'appeler ça une commodité, ça en fait partie, mais c'est un petit peu ironique quand on sait que le but et des allocations de carbone, c'est moins physique que du nickel, par exemple. Mais bon, vous me comprenez, j'espère. Mais à mon avis, c'est ce qui est intéressant. C'est que c'est un marché qui reste plus noble, à mon avis, en termes de contrats futurs, entre autres, parce que les personnes qui détiennent les contrats vont encore une fois aller obtenir et aller à terme de leur contrat et prendre possession des allocations, soit pour leur utilisation propre, ou bien dans le but justement de les transiger au TC. En bon anglais, c'est over the counter, là, ou de gré à gré. Donc, je trouve que ça rend ça un petit peu plus intéressant. À mon avis, ça rend également les cours et le pricing de ce genre de contrat-là beaucoup plus intéressant également que si c'était seulement du bon vieux roulement de contrats sur du bovin comme on peut voir dans d'autres types de commodités. Là. Ouais, c'était peut-être un peu complexe. Moi-même, je dois t'avouer, dans la discussion, j'ai trouvé ça un peu complexe, tu m'excuses, mais de ce que je comprends, et tu me corrigeras si je me trompe, donc du coup, ces investisseurs-là, ils achètent, mais pas uniquement pour spéculer, ils font de l'arbitrage, en fait. Exactement. On donne l'exemple, par exemple, JP Morgan. JP Morgan ferait l'acquisition du contrat là, européen, par exemple, pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Ils auraient droit, je ne sais pas c'est quoi l'unité du contrat, mais mettons 100 tonnes d'émissions qu'ils prendraient possession. On est en septembre, ils le prendraient en décembre 2022. En arrivant en décembre 2022, donc JP Morgan qui détient ce contrat-là pour acheter les 100 tonnes, plutôt que de juste dire, ben, je veux pas ces 100 tonnes-là, je vais maintenant quitter le contrat de décembre pour prendre le contrat de mars, par exemple, mais JP Morgan va dire, parfait, j'arrive à la maturité, je prends ces 100 tonnes-là, ces droits d'allocation-là, ces 100 tonnes-là, je les prends et je les garde pour moi, comme le but du contrat à la base, qui était, ben, JP Morgan était là pour acheter, et par la suite, ces 100 tonnes-là, ces allocations-là, soit JP Morgan les prend pour ses activités, parce que bien évidemment les bureaux et les activités d'une banque peuvent bien évidemment requérir des émissions, ou bien ils vont les prendre, ces 100 tonnes-là, puis dire ok, ben, il y a une minière, je dis n'importe où, là, en Colombie, qui est un peu dans le trouble, je vais faire moi, avec mon département de commodité, par exemple, une transaction de gré à gré avec la minière colombienne qui est dans le trouble, qui a peut-être pas accès à la bourse du carbone comme JP Morgan a droit, et va donc JP Morgan pouvoir profiter de ces 100 allocations qu'elle a pris à cause de son contrat à terme, de son contrat futur, pour définir un prix avec la compagnie minière colombienne, par exemple, qui ne se retrouve pas du tout sur le marché européen, par exemple. Ouais, donc c'est tout ça pour dire, en fait, c'est ça, que tu as encore une fois, corrige-moi, là, mais que tu as des gens, c'est ça que maintenant, qui non seulement font de la spéculation, mais ils sont des investisseurs, entre guillemets, actifs avec des vrais stakes, quoi, qui achètent des vraies positions au lieu d'être juste passifs, entre guillemets, là, avec... Ok, bah c'est quand même intéressant, quand même, de voir que cette industrie-là, tu vois, est aussi large, etc., et complexe. Hein. C'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant. Exact. Ben, ça paraît aussi, je pense, vous l'entendez dans ma voix, là, quand c'est le GP Show et non le Gab Show, là, mais je trouve que c'est excessivement intéressant. Justement, les commodités, j'adore, mais je trouve que c'est toujours du pareil au même lorsqu'on tombe dans les investissements institutionnels. Je trouve que c'est une des seules commodités récentes qui garde encore une fois la nature au centre de toute logique de commodité ou de l'industrie des contrats à terme, qui est, ben, le but, c'est de prendre un contrat puis de soit l'acheter ou soit le vendre. Mais c'était plus ça du tout lorsqu'on parle de la majorité des autres commodités, mais celle-ci, c'est le cas. Les investisseurs institutionnels, mon exemple de JP Morgan, ça arrive, à mon avis, beaucoup plus souvent qu'on le pense, et c'est ce que j'aime, encore une fois. Ça évite de faire de l'arbitraire, ça met réellement du concret dans les choses, et ça rend justement le fonctionnement de ce contrat-là ou de cette commodité-là, mais tout à fait pertinente, tout à fait logique. On l'avait mentionné, les contrats sur l'eau, là, au final, c'est pas JP Morgan qui décide d'acheter des gallons d'eau en Californie. Ils vont rouler leur contrat, faire de la spéculation, de la spécule, c'est terminé. J'aime le contexte, au moins. Encore une fois, on est en 2022. Certains diront que malgré le fait que certaines bourses du carbone existent, tu l'as bien dit, là, en Europe, ça date depuis même avant les années 2010. Certains diront que c'est encore très jeune au niveau de cette industrie-là. Donc, on a le temps de parler en 2040 que ce soit juste de la spéculation aussi, mais je vais profiter présentement et bien dormir en cette soirée en me disant qu'au moins, il y a peut-être un secteur de l'industrie des commodités au niveau des marchés financiers qui n'est pas complètement brisé et qui est encore une fois sous la nature au centre. Je me tais là-dessus, ça fait déjà un bon moment, je pense qu'on a fait le tour également, là, mais j'aimerais avoir votre opinion, comme vous le savez, ça va me faire plaisir de vous répondre, parce que je pourrais en parler pendant 7 heures si on pouvait faire un live
continue, mais je pense que certains ne voudront pas. En fait, on ne vous l'a pas encore dit, mais il y a la chaîne Twitch qui s'en vient bientôt. Écoute, non, mais ça s'en vient, puis certains diront que littéralement, ça fait au moins un an complet qu'on n'a pas fait de ESG, que ce sujet-là était sur l'étagère. Là. Imaginez à quel point je me retenais de pouvoir faire cette discussion-là. Mais je pense que ça fait tour. Je sais pas si c'est un mot de la fin, Gab, ou si tu veux qu'on passe au. Non, je pense qu'on est bon. On a fait quand même pas mal le tour. Là. Je pense qu'on peut Excellent. passer au deuxième. Donc, assez intéressant, mais encore une fois, aller lire là-dessus, là, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Poser des questions si vous en avez sur certains points, comme tu disais, Gab, qui étaient peut-être un peu complexes. Je m'en excuse, mais ça va me faire plaisir de le vulgariser dans les commentaires YouTube ou dans un message sur l'adresse email. Mais passons maintenant au deuxième segment qui sera d'ailleurs un peu plus relax, et c'était le but d'ailleurs en off qu'on avait parlé pour le deuxième au son de la cloche / dans l'œil d'un loup. Parfait. Donc, le spotlight en bon anglais qu'on veut mettre sur l'acteur du secteur financier, c'est Michael Bloomberg. Et encore une fois, je crois que je me rappelle mot pour mot du titre que tu avais nommé à l'époque, qui était Michael Bloomberg, milliardaire et maire, qui est un jeu de mots. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent bien, savent que les jeux de mots, c'est probablement le truc qui me fait le plus rire et c'est la base de mon humour. Donc, je te lève mon chapeau pour ça, Gab. Mais on va faire un petit spotlight. Là. Encore une fois, c'est un individu qui marque énormément ma vie professionnelle, étant donné que Bloomberg est une source d'information financière qui est, à mon avis, un monopole. Mais bon, certains diront qu'il y a des alternatives. À mon avis, il n'y en a pas réellement, mais ça, c'est un autre débat. Je partage ce point. Mais Bloomberg, sa fortune, je pense, présentement, est de 76,8 milliards de dollars, mais c'est également quelqu'un qui est non seulement un philanthrope, c'est un politicien, donc bien évidemment maire de New York pendant 12 ans, si je ne me trompe pas. Également candidat démocrate aux dernières élections là, qui ont finalement mené vers M. Biden, qui était le candidat justement pour le Parti démocrate, qui, une fois sa défaite, une fois qu'il n'avait pas vraiment de chance d'être sur le billet, a investi encore une fois des millions et des millions et des millions et des millions pour planter Donald Trump. Donc quelqu'un qui est encore une fois extrêmement impliqué et qui, comme on l'a dit, là, détient au niveau de Bloomberg LP, là, tu t'en parlais Gab en off, là, mais qui est un limited partnership, mais qui détient 88% là, de la compagnie. C'est du private, là, mais il détient pas 88% de la compagnie et les revenus sont à peu près au-delà annuellement là, de 10 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Ceux qui sont des initiés à la finance vont savoir, le Bloomberg, c'est les bons vieux post-Bloomberg qui étaient avant physiquement dans n'importe quelle place boursière, n'importe quelle salle de marché. Maintenant, on peut se retrouver à peu près sur n'importe quel laptop avec leur nouvelle solution Bloomberg Anywhere, là, qui permet, comme le nom le dit, de pouvoir travailler remote là, en grande partie, là, mais de payer le même prix qui est absolument démesuré. Là. Je sais pas, Gab, si tu l'auras, sinon je ferai la recherche. Non, on parle de plus de 2000$ US par mois, si je me trompe pas, pour un poste. Mais c'est autant une source d'information, c'est littéralement si on dit que les vaisseaux sanguins du data, ben tout le sang va être quoi? Ça va être du data qui vient de Bloomberg. Et c'est également une plateforme transactionnelle pour certains, dépendamment du type de solution, du type de banque. Peuvent également transiger là-dessus. Mais Gab, je te passe la balle là-dessus pour mettre plus de spotlight peut-être sur Michael Bloomberg que sur Bloomberg, parce que je pourrais aussi parler de cette solution-là pendant 6 siècles et demi, je crois. Ouais, bah c'est ce que je trouvais intéressant en tout cas avec ce portrait-là, c'est que c'est un personnage, on va dire, atypique, Michael Bloomberg, même s'il il est peu connu en fait du grand public, surtout à l'extérieur des États-Unis, puisque non seulement en fait c'est ça, tu l'as bien précisé, c'est un milliardaire, mais il a été aussi maire, comme le titre de l'épisode le donnera. Faut rappeler en fait que Bloomberg en fait est parti un peu de rien. Là. C'est ça qui est assez beau comme histoire. Donc bon, il devait pas non plus être dans les pires quartiers, on va dire de New York, etc. Mais je crois qu'il était, à mon souvenir, là, d'origine juive de l'Europe de l'Est. Là, mais il est arrivé en fait à créer en fait une compagnie en fait dans les années 70 qui s'appelle Bloomberg LP en fait qui porte son nom. Et tu l'as bien dit, c'est connu en fait pour être ce fameux logiciel en fait, donc ce terminal, on appelle ça comme ça, qui est un logiciel qui est aujourd'hui utilisé par tous les professionnels de la finance dans le monde. Hein. Je ne connais personne en tout cas qui travaille dans l'industrie qui n'a jamais, au moins jamais une fois utilisé un terminal Bloomberg. Alors c'est pour expliquer peut-être aux gens qui sont un peu moins initiés au fonctionnement en fait du terminal Bloomberg, je le verrais comme un espèce de système en fait qui reprend énormément, on va dire, un agrégateur, c'est ça, de données diverses et variées. Donc, ça peut être des données économiques, ça peut être des données financières, ça peut être des données, comment dire, de marché. Donc, je sais pas, par exemple, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur telle action, sur telle bande, etc. Bah, tu peux faire
plein d'outils là-dessus. Tu as des calculateurs, tu as des nouvelles aussi. Bloomberg est connu aussi pour son réseau de nouvelles, donc Bloomberg News. Peut-être vous avez même la chaîne sur la télé que tu peux mettre aussi, donc qui est pareil une chaîne de nouvelles financières. Je dois t'avouer, le niveau est un peu parfois soporifique. Là, c'est un peu la version, on va dire, plus professionnelle de CNBC. CNBC est assez grand public avec Jim Cramer, donc avec, vous savez, la personne qu'il faut shorter tout le temps parce que ce qu'il dit, bizarrement, à chaque fois, c'est le contraire qui se passe. Donc, Ouais, mais ce qui est important, puis ça, c'est pour les auditeurs, là, un petit spotlight, là, mais je pense que la raison pourquoi est-ce qu'on parle de finances, Gab et moi, même avant le podcast, c'est que le podcast a été fondé sur le fait qu'on parlait beaucoup trop de finances en off. C'est le fait que lorsqu'on était coloc à l'époque à l'université, on écoutait Bloomberg Markets Asia. On était fous, on aimait d'autres choses, là, certes, que la finance, mais pour vous donner une idée d'où est-ce que ça commence, notre passion commune qui a potentiellement mené de fil en aiguille au podcast, c'était Bloomberg Markets Asia, le soir, heure du Québec, bien évidemment, lorsqu'on était étudiant à Montréal, qui, à mon avis, a parti notre passion commune entre un Québécois qui aimait le hockey et un Français qui aimait le FC Nantes pour des raisons un peu loufoques parce que c'est un club, encore une fois, très moyen, mais bon, ça, c'est un autre sujet également. Mais c'est vrai que c'est peut-être les origines aussi, c'est ça, du podcast. Vous voyez, au fur et à mesure, vous en apprenez de plus en plus sur nous, là, ça se trouve, si vous êtes bon, vous arriverez à nous trouver, en tout cas, sur le web. Je lance un défi. Mais pour vous dire, en fait, c'est ça, que évidemment une société ça, qui fait plein de choses, mais principalement, c'est ça, ce fameux terminal, etc. Et évidemment, avec ce système-là, qui, comme tu l'as dit, coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars par année, eh ben, ça va souvent straight in the pocket of the founder. Tu vois, c'est que ça va. Surtout avec 88%. C'est ça. Quand tu possèdes 98%, bon, il doit y avoir quand même des coûts à opérer ce genre de système-là. Surtout que c'est des systèmes qui sont dits critiques, parce que je sais, par exemple, moi-même, pour vous parler, par exemple, dans mon travail, mais je mets à jour des données via Bloomberg, je prends des datas, je sais pas, par exemple, sur des prix je sais pas, d'indices, etc. Donc, c'est pas des prix, donc c'est des valeurs d'indices avec Bloomberg. Enfin, tu vois, c'est un système qui est quasiment inévitable, on va dire, dans n'importe quelle compagnie qui touche de près ou de loin à la finance. Là. Donc, c'est aujourd'hui, malheureusement, le système le plus utilisé, et je veux dire malheureusement parce que c'est vrai qu'ils sont en situation, comme tu l'as dit, JP, de quasi-monopole. Il y a très peu d'alternatives, entre guillemets, fiables ou qui font exactement tout ce que fait Bloomberg. On peut en nommer quelques-uns, mais Capital IQ, donc, qui est un produit de Standard & Poor's, existe aussi. Il y a Refinitiv, donc je crois qu'il appartient à Thomson. Reuters, donc c'est un autre système qui, je dois t'avouer, moi-même, j'aime un peu moins. Pareil pour Capital IQ. Parce que cette force de Bloomberg, c'est que tout est centralisé dans un seul abonnement, dans un seul truc. Tu vois, je reçois même les magazines de Bloomberg à la maison. Donc, tu vois, ils font exprès, si tu veux, de tout faire ça dans ton espèce de joli package, mais qui coûte évidemment une fortune. Heureusement, je partage ma licence avec d'autres personnes, parce que je me sentirais mal de coûter aussi cher, en tout cas à mon entreprise. Mais comme quoi, évidemment, ça a créé évidemment la fortune de Mike Bloomberg. Et au début, alors, il faisait pas mal de caritatifs, etc., comme souvent tous les milliardaires américains d'ailleurs. C'est un peu la tendance. Et on sait qu'il a été, en fait, à la sortie, juste après les attentats du 11 septembre, quand c'était Rudy Giuliani à l'époque, il est devenu en fait maire de New York. Et fait record, il est resté en fait 12 ans à la tête de la mairie, ce qui était un record à ce moment-là. Exact. Puis je pense un des points qui fait la force de la solution de la compagnie qu'il a lancée, c'est justement le fait, et je vais vous faire une citation qu'il a nommée que j'ai trouvé en faisant les notes qui m'a bien fait rire. Parce que s'il y a bien quelque chose, c'est qu'à mon avis, c'est archaïque. Une des raisons pourquoi c'est si difficile pour quelqu'un de dire je passerai de Bloomberg vers Refinitiv, de Thomson Reuters, etc., là, c'est le fait que on s'y fait à Bloomberg, on se fait à ce système qui est épouvantable, qui est avec des fonctions et des commandes qui sont typiques à Bloomberg, mais qui servent absolument à rien nulle part ailleurs. Avec des visuels qui sont absolument horribles. Certains diront il y a une manière d'avoir du support sur Bloomberg et ces chats-là, c'est digne des premiers réseaux sociaux, c'est absolument horrible. Donc il n'y a rien qui tient réellement, il n'y a rien qui est l'idéal, mais comme tu as dit, tout y est. Et également, je pense un des points qui a fait la force de Bloomberg, c'est qu'ils ont mis en place une manière d'identifier tout type de sécurité, tout type d'instruments financiers qui sont listés à travers le monde
avec un identifiant qui s'appelle, par exemple, un bébé global ou des Bloomberg Tickers qui sont presque le cœur maintenant de la majorité de l'identification là, sur différents desks dans n'importe quelle banque à travers le monde. Et ça, vous ne retrouvez pas ça sur n'importe quel autre système. Donc, une fois que vous êtes prêt avec ça, que vous bâtissez vos systèmes internes là-dessus, ben, vous êtes terminé, il n'y a plus rien à faire. Et M. Bloomberg disait, en anglais, mais je vous le traduis, là, mais que les organisations résistaient à l'innovation et que c'était la raison pourquoi est-ce qu'elles faisaient défaut, qu'elles ne réussissaient pas, c'était que les personnes étaient trop confortables à l'intérieur de compagnies pour prendre des risques. Et moi, j'ai ri dans ma barbe parce que je considère que cette compagnie-là n'a jamais réellement innové, à part innover le modèle pour continuer à faire encore plus, d'être en bon terme une vache à lait, là, de continuer à avoir de plus en plus de clients et d'avoir une rétention de clients absolument anormalement élevée là, pour une solution qui n'évolue pas. Mais s'il y a bien quelque chose qui est un petit peu ironique, c'est que sa compagnie, ce qui fait sa fortune, encore une fois, n'a pas du tout évolué depuis. On regarderait un terminal Bloomberg aujourd'hui en 2022 par rapport à 10 ans et on retrouverait à peu près la même visuel. Il n'y a absolument rien qui a changé. Donc je trouve que c'est absolument ironique. Donc je trouvais ça drôle. Il prêche un peu des belles choses, mais clairement pas par l'exemple au niveau de sa compagnie. Ça marche, comme tu as dit, ça tient. Mais encore une fois, des fois, on trouve que l'innovation est un peu bien. Je lève mon chapeau d'ailleurs à son compétiteur Thomson Reuters avec la solution Refinitiv, qui oui, je l'ai essayé, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais qui est beaucoup plus à la fine pointe de la technologie et visuellement, en bon anglais, appealing là, par rapport à ce qu'est Bloomberg, mais comme toujours, et on retourne vers le pôle Bloom, c'est à peu près automatique. Ouais, après, c'est là où, tu vois, peut-être qu'il est critiquable, on va dire, Mike Bloomberg, en tout cas sur sa compagnie, mais qui a quand même énormément de clients, hein, quand même. Je pense que c'est le meilleur signe pour évaluer est-ce que tu fais un produit qui est de qualité. Hein. Surtout dans une industrie qui est ultra compétitive. Faut quand même marquer que c'est quand même, et c'est là où c'est très drôle, c'est que même des médias, on va dire quand même de tendance assez neutre, ont déclaré que Bloomberg avait peut-être même un des meilleurs maires qu'a eu New York depuis, tu vas me dire depuis Giuliani, mais c'est assez récent parce que Giuliani est parti en 2002. Donc, depuis l'arrivée des Irlandais. On va dire depuis les Hollandais, parce que New York c'était la nouvelle Amsterdam à l'époque, c'était en tout cas au XVIIe siècle, ça a été fondé par les Hollandais. Donc certains diront que ça a été le meilleur. Donc la raison peut-être qui est derrière ça, c'est quand même il a participé en fait indirectement. Il y a une réduction énorme du crime parce qu'on sait que New York était une ville dangereuse en fait quand il a commencé son mandat. Là, même si Giuliani avait qui était l'ancien procureur en chef, district attorney comme on dit aux États-Unis là. De la ville de New York qui a quand même pas mal réduit, on va dire, et a tué les mafias. Hein. On sait que c'est ça qui contribuait pas mal au crime à New York. Investi énormément dans le transport, dans l'extension du réseau de métro, qui a rendu le métro qui était très insalubre aussi de manière plus propre, même si aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus le contraire. Là, je pense qu'il s'est dégradé. Et ce qui fait qu'il a un bilan quand même plutôt positif sur ce côté-là. Et ce qui est drôle, alors ça balance énormément en termes politiques avec sa campagne foireuse d'il y a 2 ans où il a dépensé des milliards pour se payer des pubs, je crois même pendant le Super Bowl pour se promouvoir sa campagne, ça a foiré complètement. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que Mike Bloomberg n'a gagné qu'un seul État pendant la primaire, c'est les Samoa américaines. Donc c'était le seul candidat qui avait eu l'audace d'acheter des publicités dans cet état-là. C'est pas un état d'ailleurs au passant, c'est un territoire. Tapez-moi sur les doigts là, mais comme quoi c'est assez ironique. Alors l'ironie de l'histoire, c'est qu'il a payé 1 milliard pour gagner les Samoa américaines, ce qui est, à mon avis, est un exploit là. Ce qui est un peu comme, il faut le soulever d'ailleurs, là, les Samoa américaines, c'est un peu genre un point dans la fortune de M. Bloomberg. Donc, je pense que le milliard qu'il a dépensé aux Samoa américaines a été trop pénible pour sa fortune. Encore une fois, peut-être qu'il aurait pu l'utiliser à d'autres escients que de juste faire des campagnes publicitaires là-bas. Je pense qu'ils ont besoin d'autre chose que de seulement avoir Bloomberg sur des panneaux publicitaires. Mais bon, ça c'est un autre sujet politique qui serait digne d'un place au débat. Mais ce serait brillant de faire en même temps de la pub pour ta campagne et en même temps faire de la pub pour des terminaux Bloomberg quand tu y penses. Intéressant, par contre, j'aimerais voir le besoin des terminaux Bloomberg, par contre, au niveau des Samoa américaines, mais écoute, c'est un point de discussion. Place financière en devenir, on s'en sait pas.
Peut-être, effectivement. Mais je pense que sur ces plaisanteries de fin d'épisode, là, je pense que ça conclut bien un dans l'œil d'un loup un peu plus décontracté comme on l'avait prévu. Donc merci Ça Gab fait plaisir. pour cette proposition-là et pour le magnifique non-jeu de mots là, du segment. Comme d'habitude, et je pense que je vais le faire, là, vu que tu t'es époumoné un peu vers la fin de l'épisode, là, mais vous savez où nous retrouver, là, je l'ai déjà mentionné à quelques reprises depuis le début de l'épisode, là, mais bon, sur YouTube, qui est notre meilleure plateforme pour les commentaires également. Là, on doit dire, là, il y a beaucoup d'écoutes qui se font sur YouTube présentement. Là, donc merci. Là, c'était normalement la plateforme un peu plus secondaire, comme on l'avait dit en termes d'écoute. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Je trouve que ça reste quand même une bonne solution pour savoir quand est-ce que l'on publie, même si on a un petit peu stabilisé les choses dans les dernières semaines. Allez mettre un like également, ça nous a été énormément pour le référencement. Utilisez également, là, encore une fois, pour commentaires, vous pouvez prendre l'adresse courriel. Donc, on continue à lire les retours. On continue également à filtrer certaines propositions de sujets là, pour les inclure ici et là dans des épisodes futurs. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, on sait que vous nous écoutez sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Overcast, sur Amazon Podcast, etc. Là, on les oublie presque tous, mais on sait que vous êtes beaucoup là-dessus. Je pense que la majorité ont uniquement mis en place un système d'étoiles ou d'abonnements. Donc, encore une fois, aller mettre des étoiles, aller mettre des likes, aller mettre des ratings et abonnez-vous encore une fois pour avoir la forme de notification qui existe sur les plateformes de podcast qui n'est pas excellente, mais tout de même. Donc, merci à nouveau pour vos écoutes. Merci également, Gab, pour ta participation dans Ça fait l'épisode plaisir. comme à l'habitude. Et je souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Salut!